dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'1 an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long, chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien, ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées, avec cette responsabilité colossale qui n'incombe à elles seules de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je m'appelle Pauline Chamard-Boudet et vous écoutez Sororité T. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous plus différents les uns que les autres, chacun avec son lot de difficultés et leur quête de solutions. Avec ses galères et ses petites victoires, avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Je suis en effet persuadée que c'est par la transmission de notre savoir, de nos connaissances et de nos expériences que nous insufflerons les unes aux autres la confiance en nos capacités et en notre force. Et pour ce 5e épisode aujourd'hui, je reçois Violaine. Salut Violaine. Salut. Comment ça va ? Ça va plutôt pas mal. Bon, top. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Violaine, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, un grand garçon de 6 ans et une petite fille d'1 an. Ok. Et donc, aujourd'hui, moi, je voulais, comme je te le disais, ce qui m'intéressait beaucoup dans ton parcours d'allaitement, c'était aussi le fait que tu as vécu une expérience dans laquelle je pense que beaucoup de mamans vont pouvoir se projeter, en tout cas s'identifier. Donc c'est pour ça que je voulais que tu viennes nous en parler. Je reviendrai un petit peu plus dessus au fil de l'entretien. Mais avant qu'on parle vraiment de ton expérience personnelle, toi, quel rapport t'entretenais avec l'allaitement, entre guillemets, avant de tomber enceinte ? Est-ce que, avant d'être maman, t'envisageais d'allaiter ? Quel regard t'avais dessus ? J'ai jamais été réfractaire à l'allaitement, j'ai toujours trouvé ça très beau. Ce lien effectivement naturel de la maman avec l'enfant, le fait de croiser une maman dans un parc en train d'allaiter son enfant, j'ai toujours trouvé ça très, très beau. Après, personnellement, je savais pas trop. J'étais pas, j'avais cette envie et en même temps, je me suis jamais obligée en me disant il faudra que j'allaite. Je me suis dit que je me laisserais porter le moment venu et que je saurais si l'envie était là ou non. D'accord. Et cette position, elle n'a pas évolué particulièrement pendant ta grossesse ? Ça a été la même position ? Tu t'es dit la même chose ? Tu t'es pas mis de pression particulière ? Non, je me suis pas mis de pression et plus j'avançais dans ma grossesse, plus j'avais envie de tenter l'expérience. Et effectivement, d'allaiter mon enfant. C'est devenu vraiment quelque chose dont j'avais vraiment envie et que je voulais faire en fait dès l'arrivée de mon bébé. D'accord. Et donc, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta première grossesse, l'arrivée de ton premier enfant et ce fameux moment de la première tétée alors. Eh bien, la grossesse s'est plutôt bien passée, pour mon premier, en tout cas. Voilà, tout s'est bien déroulé. J'ai vécu une jolie grossesse. L'accouchement a été un petit peu plus compliqué. Disons que ça a duré 36 heures et que ça a été vraiment difficile parce que j'ai souhaité avoir une péridurale et que la péridurale n'a pas fonctionné. Ok. Donc j'ai pas eu un accouchement top. En tout cas, pour un premier accouchement, ça a été un peu compliqué à Très gérer. éprouvant. Oui. Néanmoins, quand mon bébé est sorti, que je l'ai entendu et que j'ai pu l'avoir dans mes bras, en fait, à ce moment-là, le temps s'est arrêté. C'est magique. Ouais, c'est juste magique. C'est le moment parfait. Trop bien. Et du coup, peu de temps après, en fait, ils m'ont proposé effectivement la tétée de bienvenue. Mmh. Donc là, j'étais un peu gauche. Il faut être honnête avec soi-même. C'est ça. J'avais pourtant lu des manuels. En théorie, j'étais opérationnelle. Par contre, en pratique, j'étais pas très douée.
Donc en fait, le démarrage Mmh. n'a pas été facile. Parce que C'est ça. déjà, j'étais pas à l'aise parce que je me rendais compte que je savais pas trop comment faire. Pensant pourtant durant ma grossesse être au top C'est vrai? parce que j'avais lu des Bah, manuels voilà. et que j'étais là, ah oui, il faut faire comme ça, ah bah oui, ça va le faire. Moi, je saurais faire, Je c'est bon. saurais faire, mais alors pas du tout. Pas du Ça me tout. parle, ça me parle, ça fait écho. Et puis même la sensation, elle est assez particulière, quoi. Quand cette première sensation de... Après, une fois qu'il est bien installé, tu le sens. Tu te dis, Oui, OK, là, je comprends que c'est bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'est particulier. c'est particulier, oui. Effectivement, il y a un mélange de bonheur et de symbiose avec ton enfant et un côté où on se rend compte que on n'est pas... je peux pas dire prête, mais on n'est pas en phase avec tout ça et que finalement, on sait pas forcément comment Mmh, bien faire. c'est Enfin, en tout ça. cas, pour ma part. Ouais, tu manquais un peu de repères et Oui, il n'y a pas des automatismes qui se sont mis en place non, comme tu aurais pu le penser, quoi. oui. Ah oui, j'aurais pensé que c'était totalement inné. Ouais, Mais pas pas, du tout. pas forcément. Non, Pas du clairement. tout. Et comment ça se passe alors les premiers jours, les premières heures même, parce que voilà, ça revient plutôt rapidement, la Alors ça, fréquence des tétés. oui, oui, oui. Alors ça m'ennuie, hein, mais une catastrophe. Ouais. Pour mon premier, ça a été très très compliqué parce que j'ai rapidement eu des crevasses. Mmh, Ça s'est mis à mmh. saigner. Donc le fait d'avoir mal faisait que j'étais pas du tout... parce qu'en moins de 24 heures, hein, j'ai eu vraiment... Enfin, ça a été très rapide et d'ailleurs, je m'attendais pas à ça. Donc ça a été très compliqué. La première nuit, terrible. J'essayais d'allaiter mon fils, qui, en tout cas, enfin, je le pense, je le pensais, je le pense toujours aujourd'hui, était un gros mangeur, hein. Je sentais qu'il avait besoin. Et du coup, j'avais cette sensation de me dire que j'avais peut-être pas assez de lait, que Mmh. je le faisais peut-être pas bien, qu'il y avait quelque chose. Et la première nuit, en fait, c'est très mal passé. J'étais toute seule. Il a beaucoup, beaucoup pleuré. Donc, instinctivement, voilà, j'ai essayé de le mettre au sein. Je voyais que ça le faisait pas sur un sein, je le mettais sur un autre, sauf que j'avais tellement mal que c'était assez compliqué. Je l'avais changé, j'avais essayé de tout faire et ça n'allait pas. La personne que j'ai eue la nuit, ça ne s'est pas forcément... Enfin, l'interaction que nous avons eue n'a pas Mmh. forcément été très positive. T'as pas eu un Non, accompagnement non, non, non. vis-à-vis de tes douleurs, des crevasses, etc. Parce que malheureusement, ça arrive assez fréquemment que oui, même en moins de Oui. 24 heures, les crevasses, Ah elles oui, apparaissent c'était puisqu'ils terrible. t'aident à une telle fréquence que ça arrive. Comment on t'a accompagné sur la gestion des crevasses? J'ai accouché à midi 10 et donc en fait l'après-midi et la nuit, l'accompagnement n'a pas été fou dans D'accord. cette prise en charge-là. On t'a Parce pas que montré les positions, si, repris, si, si? alors j'ai une sage-femme qui m'a montré les positions, mais j'arrivais pas forcément. Donc elle est revenue une deuxième fois. La troisième fois, je sentais qu'elle était un peu agacée en me disant, écoutez, je vous ai Mmh. déjà montré. Oui, mais je sens que je suis pas encore très à l'aise avec tout ça, que j'y arrive pas, j'ai encore besoin. Je sens que mon fils n'est pas bien installé, et moi non plus. Et je pense que vu que la douleur s'est très vite installée, du coup, j'arrivais plus à prendre la bonne position non plus. Et puis t'appréhendes. Ah bah oui, oui. Et puis je sentais bien que j'étais pas au top, hein, pour justement pour l'accompagner. La nuit, pas très bien parce que la sage-femme... donc j'ai fini par appeler épuisée, ne sachant plus quoi faire, en me disant qu'il y avait un problème avec mon enfant. Et pour moi, il avait faim. J'ai eu vraiment cette sensation de me dire, il avait faim, je dois pas avoir assez de lait, il doit y avoir un problème, quelque chose qui Bah, ne en va pas. plus, ta montée de lait n'est pas encore là, à Oui, ce bah non, moment-là. au début, tu l'as... Ça, Oui. ça t'avais conscience de ça, que la montée de lait allait arriver à J3? Alors, pas J3. Je savais que la montée de lait se faisait pas forcément tout de suite, mais j'avais pas de notion, tu vois, réelle du temps Et exact. ça, on t'en a pas parlé. Non, D'accord. pas pour mon premier. Donc voilà, enfin, beaucoup pour les auditrices, voire auditeurs qui nous écoutent, ça serait très bien. Bravo si vous êtes auditeur, parce que ça se prépare à deux, idéalement. Ou plus. Et c'est vrai que la montée de lait n'arrive qu'à J3. Avant, c'est le colostrum. Et ça n'empêche qu'il peut y avoir une prise du sein extrêmement fréquente. Ça peut même être plusieurs fois par heure. Et ce n'est pas synonyme de manque de lait. C'est juste que le bébé fait son boulot de stimuler un maximum pour que ça arrive le plus rapidement possible.
dans les quantités optimales pour ses besoins. Donc, et c'est terrible parce que cette sensation d'insuffisance de lait, c'est chaque maman qui le ressent, alors qu'en fait, tout va bien, quoi. Mais tu te sens très très seule à ce moment-là et très démunie. Ah bah oui, totalement. Et effectivement, la nuit s'est passée. La sage-femme donc, qui est venue dans la nuit, je lui ai dit, écoutez, vraiment, j'étais désespérée. Hein. Je savais pas quoi faire. Et puis, tu as cette culpabilité de te dire, en fait, finalement, je suis peut-être pas une bonne maman. Je sais pas forcément si je fais bien pour mon enfant. Enfin, ouais, puis là, t'es épuisée en plus. Voilà, et puis t'as toutes tes hormones, effectivement, qui sont au max, tes émotions qui sont totalement mélangées. Donc, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je me sentais vraiment désespérée. Et le retour que j'ai eu a été assez terrible, parce qu'elle m'a dit, vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas vous le prendre. Ben non, en fait, c'est pas ce que je vous demande. Là, j'ai juste besoin d'aide et de conseils. Et en fait, c'est une dame qui est arrivée sur le petit matin, qui est venue pour faire le tour des chambres, en fait, et qui m'a retrouvée debout en slip filet. Donc, autant dire que Glamour. j'étais au top de ma forme, en slip filet, avec mon enfant, au sein, en ayant une position, je pense, qui n'était pas adaptée, parce que quand elle m'a vue, j'ai vu son regard, mais empli de bienveillance, cela dit, me dire, mais ça va pas, vous allez pas bien. Et j'étais épuisée. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a proposé, avec mon accord, bien entendu, parce que je lui ai dit, écoutez, je suis convaincue que mon enfant a faim, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens. Et donc, elle m'a proposé un biberon, en me disant que ce n'était pas une solution définitive, c'était effectivement pour que je puisse me reposer, qu'on puisse effectivement revoir ensemble les positions, qu'on puisse prendre du temps ensemble. Mais que dans un premier temps, si effectivement je ressentais le fait qu'il ait faim, c'est que j'étais sa maman et que c'était ça. Enfin, tu vois, elle m'a vraiment mis en avant en me disant que voilà, j'étais une bonne maman et que je serais la première personne à savoir ce dont mon enfant avait besoin. Ouais. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidée à cette période-là, en postpartum vraiment très précoce, parce que mon bébé pleurait énormément aussi, les sages-femmes m'avaient expliqué, ou les puéricultrices, que mon bébé allait forcément pleurer à mon contact tant que la montée de lait n'était pas arrivée. Et en fait, ça m'avait beaucoup déculpabilisée. Et elle m'avait proposé, par contre, de le prendre 1 heure ou 2 pour que je puisse... c'était une nuit, c'était la 2e nuit, je crois, pour que je puisse dormir un petit peu et me reposer. Parce qu'elle me disait, vu que votre montée de lait n'est pas arrivée, en fait, votre enfant, il vous sent. Il sent le colostrum, il sent que le lait arrive, mais il y a une énorme frustration, une énorme, en même temps, excitation. Et en fait, à votre contact, il va forcément continuer à chercher. Puis en plus, il y a beaucoup ce côté réassurance, tout ça. Donc elle me disait, c'est pas impossible qu'il pleure parce que c'est vous, parce qu'il vous sent, même dans la même pièce. Et elle me disait, vous allez voir, si on l'emmène avec nous, il va s'arrêter de pleurer. Donc ça, pareil, ça rassure, je trouve. Et en fait, de se dire, c'est pas nous qui faisons les choses mal, c'est juste physiologique. Et physiologiquement également, d'entendre les pleurs de son bébé, c'est un peu dur, mais ça va également activer l'ocytocine et la lactation, en fait. Mais c'est très difficile. Et surtout, déjà, quand tu le sais, c'est extrêmement dur. Donc, en plus, voilà, t'as pas ce type d'information. C'est encore un autre niveau, quoi. Et donc, ce biberon-là, c'est toi qui le donnes ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est moi qui lui donne. D'accord. C'est moi qui lui donne. Et effectivement, la soignante, en fait, qui m'a proposé ça, m'a dit, voilà, il faut qu'il prenne telle quantité parce qu'à sa naissance, son estomac n'est pas plus gros qu'un abricot, donc on peut pas... Oui, bon, sauf qu'au final... Il a tout défoncé. Non, mais totalement. Totalement. Et en fait, après, il s'est endormi. Ouais. Mais paisiblement, ça, c'est apaisé. Ouais, ça, c'est très dur. Et là, c'est terrible parce que j'ai beaucoup de culpabilité à ce moment-là, de me dire, en fait, j'ai pas su... C'est moi le problème. Bah oui, j'ai pas su nourrir mon enfant correctement. Et il lui a fallu effectivement un biberon. Alors pareil, autre chose là-dessus, sur le fait que les enfants, on a l'impression qu'ils descendent leur biberon comme ça. Il y a aussi, jusqu'à un certain âge de l'enfant, il y a des réflexes justement de déglutition, de succion. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des bébés qui vont descendre leur biberon et après, hop, tu vas avoir le renvoi du surplus. Parce qu'en fait, ils vont pas s'arrêter au moment de la satiété où l'estomac est plein. Donc, des fois, on a l'impression de se dire, il avait faim. Et en fait, non, tant que tu lui donnes, il va prendre. Et puis après, hop, il va enlever le surplus, en fait. Mais
Mais ça, pareil, c'est pas intuitif du Non. tout. Non, Donc, et puis on l'explique pas. Malheureusement, on l'explique pas forcément. En tout cas, Charlie prend 7 ans cette année, donc tu vois, 6 ans et demi exactement. Et je trouve qu'entre la naissance de Charlie il y a 6 ans et demi, la naissance d'Alban il y a 1 an, c'était déjà différent. il y a eu des progrès. Il y a eu beaucoup de progrès, je trouve. J'ai eu plus d'infos, le suivi Top, ça. était beaucoup plus prévenant et bienveillant, tu vois. Après, c'est ma deuxième aussi, donc j'avais pas forcément la même approche. Et j'aurais beaucoup aimé qu'à mon premier, en fait, on parle vraiment de tout ça. Parce que les cours que j'ai eus avec la sage-femme, c'était vraiment axé sur l'accouchement et l'enfant, mais pas sur la maman. Mmh. Et j'ai changé pour la petite histoire, j'ai changé de sage-femme à l'accouchement. Et À l'accouchement ? Oui. Ok. Je ne savais pas que ça pouvait se faire, en fait, mais une personne donc, de la Sécu est venue pour me demander le nom de ma sage-femme pour le suivi À la maison, du coup ? à la maison. Et j'ai eu une grosse hésitation parce que ça s'est pas très bien passé avec la sage-femme en amont. Ah ouais ? Et elle m'a dit, vous pouvez changer, vous avez le droit. En fait, vous n'êtes pas dans l'obligation. Tu vois, ça, c'est des petites choses qu'on ne dit pas forcément. Vous n'êtes pas dans l'obligation de reprendre la même. Si ça ne s'est pas bien passé, vous pouvez changer. Donc, j'ai changé. Mais quel regret, parce que j'aurais aimé qu'elle me suive pendant ma grossesse, cette sage-femme-là. Celle que j'ai eue après était fantastique. D'accord. Elle a été très bienveillante, à être très rassurante sur le fait que j'étais une bonne maman. Enfin, t'as besoin d'entendre tout ça. Oui, la meilleure maman pour ton enfant. C'est ça, de te sentir valorisée C'est clair. alors que t'es en proie au doute, tu sais pas trop où tu vas, c'est ton premier. Il y a des petites choses que t'as besoin d'ajuster et d'avoir vraiment cette bienveillance présente. De dire c'est génial ce que vous avez fait, mais oui, mais j'ai pas d'inquiétude, vous savez, vous saurez toujours ce qui est le mieux pour votre enfant, vous êtes une bonne maman. Ouais. Mon Dieu, c'était génial. Bah ça, c'est un super conseil. Hein. Si jamais vous avez un accompagnement avec s'il y a un doute en tout cas sur votre accompagnement avec votre sage-femme, changez-en. Parce qu'en fait, après, c'est tellement difficile le postpartum et là, on a besoin de cet enveloppement justement, et donc il faut être extrêmement bien accompagné. Vous remercierez après, mais c'est pas évident. C'est sûr de faire le changement, ça peut ne pas être évident. C'est difficile, mais tu vois, j'ai été très heureuse qu'on ait pu me dire que j'avais le choix. Oui. Sachant que, ne pensant pas l'avoir, je m'étais dit mince, il va falloir que je retourne avec cette sage-femme-là, avec qui tu vois, contre qui je n'ai rien du tout, mais ça s'est pas passé comme j'aurais souhaité que ça se passe. Qu'est-ce que tu aurais souhaité, toi ? J'aurais aimé qu'elle m'accompagne plus, parce que là, on était vraiment axés effectivement sur l'enfant, et je me souviens d'une fois où elle m'a dit que j'étais trop cool et que je devrais penser à stresser un peu plus parce que j'allais avoir mal. Et en fait, ça, c'est horrible. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Tu vois, ma réaction, ça a été, je comprends pas ce que vous essayez de me dire. Et elle m'a dit, mais en fait, au moment de l'accouchement, on n'aura rien à faire de vous et de vos douleurs. Ce qui nous importera, c'est l'enfant. Elle a dit, il va peut-être falloir vous réveiller et que vous preniez conscience que vous allez avoir mal. Ouais, mais en fait, je pense que c'est lié. Alors, pour que nos auditeurs, nos auditrices comprennent bien, en fait, voilà, Violaine, t'es quelqu'un d'assez solaire, qui rigole beaucoup, qui tu blagues tout le temps, et du coup, forcément, je pense qu'en plus, notamment sur des sujets peut-être qui sont sérieux, peut-être que tu vas même accentuer le trait. Et elle s'est peut-être dit, mais cette dame, elle comprend pas qu'elle va accoucher dans quelques semaines et il faut revenir. Je pense qu'elle s'est dit que j'avais pas conscience, alors que si, j'avais conscience de la douleur, mais j'avais envie de le prendre comme quelque chose effectivement de naturel. Et c'était, dans tous les cas, je pouvais pas passer outre. Mais j'avais pas envie de m'angoisser en fait avec ça dès maintenant. Je savais que j'allais le vivre et je voulais le vivre avec le plus de simplicité possible. Alors du coup, donc quand tu es à l'hôpital, en maternité, donc là c'est difficile, on te parle donc de la sortie. Oui. Donc la prise de poids de ton fils est nickel alors. Se passe bien. Il y a eu un seul biberon de complément. Ouais, non, voilà. Donc tu commences du mixte du coup. Je commence du mixte parce que effectivement j'ai tellement mal. Je saigne tellement que c'est difficile pour moi de pouvoir l'allaiter aussi régulièrement. Je sens que j'ai toujours pas assez de lait. Et donc, alors que c'est pas le cas. Mais oui, mais sur ce, à ce moment-là, je savais pas.
Ouais. Vraiment. Et puis le fait d'introduire des biberons diminue forcément la production, bien sûr. donc voilà. Ouais. Donc, mais et pas de culpabilité pour les mamans qui font du mixte. Des fois, c'est une très bonne solution et ça sauve des allaitements. Ok. Bon. Aussi. Moi, ça a sauvé. Ça m'a permis effectivement de prendre le temps pour la suite. Ouais. Mais à la sortie, effectivement, oui, la sortie de la mater, un peu angoissée, parce que c'est mon premier, parce que là, je suis entourée de professionnels, je suis à la maternité, dès que j'ai besoin, j'ai quelqu'un. Enfin, donc là, le fait de me retrouver à la maison avec mon petit bébé de quelques jours, j'ai quand même cette petite angoisse de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur ? Ouais. Tu vois, en rentrant à la maison. Et juste pour revenir sur les douleurs que tu as, sur les crevasses, les saignements, est-ce qu'on te parle de solutions qui peuvent t'aider ? Alors oui, effectivement, le lendemain, donc avec la personne qui m'avait écouté, elle m'a proposé des solutions. Donc, alors je ne sais plus le nom et j'ai trouvé ça génial. C'est un petit bâton de charbon. C'est Moxa. Ça doit être ça. Qu'on passe au niveau du bout. C'est incroyable que tu aies eu ça déjà à l'époque. Oui, mais c'était génial. Et puis ça fait très... Il y a un côté, je trouve, très... Je l'ai eu pour mon deuxième. Il y a un côté un peu chamanique, je sais pas. Oui, je me suis fait. Très relaxant quand on t'allume ce petit bâton de charbon et que tu passes le bout ardent à proximité du téton pour le cicatriser. Ça soulage énormément. Et en plus, t'es dans une atmosphère où on prend soin de toi. C'est très relaxant, je trouve. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc, j'ai eu ça et de la lanoline. Ouais, voilà. Basique. Et aussi, il m'avait parlé, donc j'en ai mis après, et mon Dieu, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est des petits patchs. Alors malheureusement, je trouve que c'est un peu onéreux, effectivement. C'est Medela qui fait ça. C'est des petits patchs que tu t'apposes, en fait, et effectivement, qui permettent de protéger et de cicatriser le téton. Ouais. Ça a été top. Et après, dernière petite astuce, c'est le bout en silicone. Ah, le bout de sein. Ah bah ouais, bienvenue au club. Voilà, le fameux bout de sein. Alors ça, c'est très controversé, les bouts de sein. Parce que, en fait, c'est toujours pareil. J'en parlais avec Julie dans le premier épisode. Et en fait, quand il y a certaines solutions qui marchent très bien chez certaines femmes pour certaines indications, mais il y a souvent toujours un mais. Par contre, ça va avoir tel effet. Et les bouts de sein, c'est génial parce que ça permet de vraiment diminuer la sensation de douleur. Il faut que le bébé l'accepte, tous les bébés l'acceptent pas. Et par contre, le risque, c'est que ça diminue un petit peu la lactation parce que la stimulation va être un peu moindre sur le mamelon. Mais sincèrement, quand on a mal et qu'on veut allaiter, c'est génial. Ouais. Moi, ça a sauvé, tu vois, ça a sauvé la suite de mon allaitement. Si j'avais pas eu ça... Mais effectivement, c'est controversé. Et au niveau de l'équipe soignante, c'est là où est un peu le problème. On reste dans l'humain. Et tu as des personnes qui sont OK et d'autres personnes qui sont totalement contre. Et là, c'est un peu délicat. Parce que quand tu ne sais pas trop où te positionner, c'est ton premier, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, plein de choses que tu découvres, que tu dois savoir, qu'il faut que tu mettes en place. Quand tu te retrouves effectivement face à deux professionnels, un qui dit, écoutez, oui, il faut que vous fassiez ça parce que vous n'allez pas vous en sortir, et un autre professionnel qui te dit, ah non, mais pas du tout, vous vous rendez compte, vous ingérez, ça reste du silicone, c'est un corps étranger, vous insérez ça dans la bouche de votre enfant. Bah, c'est pas bien qu'une tétine. Mais là, je n'ai pas de choix. C'est ça où t'as eu j'arrête. Des discours à ce point-là ? Oui, j'admets qu'effectivement, pour l'accouchement de mon fils, c'était vraiment bah ouais, particulier. Parce qu'on te prévienne sur le fait que la stimulation peut être un peu moindre et que justement, peut-être que ça peut diminuer un peu. Et moi, je sais qu'on m'avait dit, l'idéal, c'est quand il n'y en a pas. Donc, en gros, utilisez-le parce que ça va vous soulager. Mais dès que vous le pouvez, ou même de temps en temps, enlevez-le juste pour que la sensation revienne, que lui, il retrouve la sensation du mamelon, etc. Mais de te dire, vous lui mettez un corps étranger dans la bouche alors que tu lui mets pas de buvon, c'est horrible. Ouais, non, mais c'est vraiment... Et puis, c'était mon premier. Mais quelle maman horrible. Mais je suis une très mauvaise maman. Mon fils de 6 ans et demi vous le dirait. D'accord, donc c'est... Non, il n'en a pas encore conscience. Il me trouve encore génial comme maman.
Et du coup, par contre, toi, tu persistes dessus parce que ça Je te soulage, persiste quoi. dessus parce que j'essaie et que je me rends compte qu'il y a une grosse différence et que ça me fait nettement moins mal et qu'effectivement, pour récupérer mon téton, je vais pas avoir d'autre solution. Si je veux continuer d'allaiter. Parce que là, j'étais vraiment dans cette optique, tu vois, enfin, ce mot n'est pas forcément adapté, mais il fallait que je m'acharne, en fait. Il fallait que j'y arrive. Je voulais, au plus profond de moi, allaiter mon enfant. Donc, il fallait que j'y arrive. Il Ouais, fallait déterminée. voilà, j'étais déterminée à y arriver par tous les moyens possibles. Alors, ça devenait d'où, ça? Cette envie... Je sais pas, c'était viscéral, je pourrais pas t'expliquer. C'était pour ton bébé ou c'était parce que tu voulais aussi... on parlait de... Enfin, comment dire, ou alors c'est peut-être les deux. Je veux le faire pour mon enfant et aussi je veux le faire pour moi, pour montrer que j'en suis capable. Alors, il y avait pour mon enfant, parce qu'effectivement, je savais que ce que je pouvais lui apporter était bénéfique. Et puis, ce lien qu'on avait était quand même, enfin, juste sublime. Ouais. Bon, effectivement, un peu au détriment du papa, je l'admets, mais j'avais besoin de ce lien. Et peut-être aussi pour moi aussi, pour me dire, en fait, j'ai réussi. Tu vois, pour m'enlever cette culpabilité de me dire, je suis pas capable, j'y arrive pas. Pourquoi les autres mamans y arrivent et pas moi? C'est ça. Ça, je suis convaincue que j'avais ça aussi. Ouais. Mais sur le coup, tu m'aurais posé cette question il y a 6 ans et demi, je t'aurais dit, mais pas du tout. Avec du recul, oui. C'est ce que je reproche un peu à l'allaitement. Et moi, je l'ai complètement vécu comme ça. Il y a un côté, je trouve quand même si on s'en défend, de compétition quand même. Je trouve. Ah oui, mais oui. Est-ce que t'as allaité, oui ou non? Si t'as allaité, t'es une queen, quoi. Alors qu'en fait, non. T'as juste... Enfin, en fait, tant que ça peut être un choix, respect à 100%. Toutes les mamans sont des queens. Et après, mais t'as allaité combien de temps? Et en fait, je trouve ça... Et puis voilà, puis oui, mais toi, t'allaites, mais en fait, tu fais du mixte. Donc, du coup, c'est pas vraiment du allaitement exclusif. Si. Ça reste de l'allaitement malgré tout. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un gros défaut aujourd'hui encore dans notre société et parmi les personnes allaitantes, des fois, d'avoir ce jugement. Et puis après, il y aura ceux qui diront que t'allaites trop longtemps aussi. Mais en tout cas, juste dans le contexte allaitement, d'avoir ce côté, et si tu n'y arrives pas, t'as échoué. Alors qu'en fait, c'est souvent des mauvais accompagnements et il y a du jugement derrière. Et c'est aussi pour ça que, de ce que j'ai vu, moi, dans les expériences, en plus d'interviews d'autres mamans qui avaient l'air de gérer de ouf. Là, l'épisode 2, c'est Mathilde, je lui disais, qui a allaité plus de 20 mois ses enfants. Et en fait, moi, quand je la voyais, je me disais, mais elle gère, il n'y a aucun souci. Et en fait, dans l'entretien, elle te raconte que pas du tout. Que la mise au sein avec sa première, c'était compliqué. Que voilà. Et donc, des fois, en plus, on renvoie cette image-là, alors qu'on ne gère pas du tout. Mais on parle encore peu des galères qu'on rencontre. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, après, c'est l'image aussi qu'on renvoie et on sait que c'est pas toujours la même que dans l'intimité, mais on ne voit que cette image-là. Et on se fie à ça en tant que maman. Donc, quand tu rentres chez toi et que toi, tu n'y arrives pas, tu te dis, mais pourquoi moi, j'en suis incapable alors que toutes ces mamans gèrent Alors qu'au final, effectivement, on a toutes eu, je pense, à notre niveau, une galère... Il y en a qui en ont zéro. Hein. Vraiment, ça existe aussi. J'en connais des mamans qui ont eu zéro galère. Mais voilà, il y a d'autres choses. Des fois, c'est l'accouchement, la grossesse qui a un problème. Et l'allaitement, il y a zéro sujet. On va dire que c'est quand même pas une grande majorité des cas. Et quand tu es chez toi avec donc, tes bouts de sein, tes petits biberons de compléments et ton allaitement donc, qui continue, t'es dans quel état d'esprit? Tu me dis, là, t'as l'impression quand même de ne pas y arriver ou t'as l'impression de reprendre le dessus quand même? Alors au tout début, les premiers jours, non. J'ai vraiment l'impression de ne pas y arriver. J'ai eu aussi effectivement des grosses douleurs au niveau des seins. Et donc là, j'ai eu un accompagnement de la sage-femme vraiment parfait. J'ai pas d'autres termes parce qu'à ce moment-là, en fait, elle m'a vraiment aidée. Donc déjà, les douleurs que tu peux avoir... D'engorgement, tu veux dire? D'engorgement, ouais. Souvent, c'est ça aussi avec terrible. Le bout de sein, je crois, parce que ça lui permet pas de bien drainer le sein au bébé. Donc, elle m'a réexpliqué les positions dans lesquelles je pouvais être le mieux, parce qu'effectivement, on t'explique certaines positions, mais pas toutes. Ouais. Tu vois, moi, j'avais besoin des fois de m'allonger, sans dormir, mais vraiment juste de m'allonger. Ça, on m'avait pas montré, donc effectivement, elle m'a expliqué comment faire.
on a réappréhendé un petit peu, tu vois, les choses. Et effectivement, elle m'a dit le but, donc là, elle m'a accompagnée, vraiment, elle a été géniale, c'est qu'on inverse la tendance. C'est-à-dire que là, vous êtes en allaitement mixte, mais qu'on arrive au fur et à mesure, en fait, à passer sur un allaitement exclusif, si vous le souhaitez. Génial. Ouais. Et vraiment, Puis quelqu'un qui te dit c'est possible. Enfin, oui, elle m'a c'est expliqué top. que c'était possible, mais qu'on allait prendre le temps, en fait, que j'avais besoin de temps et qu'on allait prendre le temps. Que mon enfant allait bien, que je m'en occupais bien. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là où en postpartum, c'est en tout cas, pour ma part, pour mon premier, c'était pas forcément facile. Et d'avoir effectivement ce sentiment de me dire, OK, j'ai le temps, je vais y arriver. Je suis pas toute seule. Ça, c'est c'est vraiment, primordial. ça a été fantastique. Et au fur et à mesure... Trop bien. Mais tu vois, ce que je relève aussi, les engorgements, je voudrais revenir dessus parce qu'effectivement, ça peut être lié au bout de sein. Il y a des femmes qui n'ont pas de bout de sein, qui ont des engorgements. Donc, encore une fois, voilà. En fait, c'est vraiment une histoire de la solution qui vous convient le mieux sur le moment. Par contre, justement, je voulais te poser la question sur les positions qu'on t'avait montrées à la maternité pour allaiter. Et la position allongée, on t'en avait pas parlé à la maternité? Non, on m'avait pas montré la position allongée. On m'avait montré les positions assises avec effectivement l'enfant que tu... Alors, je sais La plus les madone. noms. T'as la madone, effectivement. De l'autre côté. Le rugby. Mais alors ça... On est d'accord. Ça, écoute... Je comprends pas. Alors, j'espère qu'un jour, je vais rencontrer une maman qui va me dire « Mais cette position est géniale ». Peut-être les mamans de jumeaux, je sais pas. Mais alors, moi, pareil, je ne comprenais pas. Déjà, j'arrivais pas à m'asseoir droite. Faut t'asseoir droite pour que tu veux pas t'avachir parce qu'il y a les pieds de ton bébé dans ton dos. Et moi, j'arrivais pas à me tenir assise. J'avais trop mal. Et on me disait, mais si, ça va servir, parce que du coup, il va stimuler une autre partie du mamelon, donc ça va apaiser vos crevasses. Mais quel enfer, cette position! Non, c'est pas possible. J'ai essayé, vraiment. Écoute, j'ai fini par me dire que vraiment, j'étais pas hyper douée. Donc, effectivement, on m'a montré la madone, mais allongée, on m'a pas montré. Ouais, ça, c'est une position qui est top allongée, parce que t'es dans une détente. Enfin, ça te permet de décontracter ton corps. Oui. Et effectivement, ton enfant est bien installé. Et tu vois, la nuit, ça m'a beaucoup aidée. Bah, c'est clair. Parce que d'être obligée de me réinstaller, de le reprendre... Avec ton coussin d'allaitement. Ah non, mais c'était ça, tandis que là, j'étais allongée, je pouvais le regarder, il était en train de téter, tout allait bien, on était détendus tous les deux. Il finissait par s'endormir. Bah oui. Voilà. Mais ça, c'est physiologique aussi. Hop, je pouvais le réinstaller et moi me dire, je suis détente, je suis bien, je vais redormir quelques heures avant qu'il ne se réveille à nouveau. C'est ça, cette position est top. Vraiment, c'était bien. Donc super, donc un bon accompagnement. Est-ce que du coup, tu arrives à faire cette balance de repasser sur l'exclusif? Alors, on arrive effectivement à passer, alors pas totalement, mais à être presque sur de l'allaitement exclusif. J'étais à un biberon par jour. Waouh, c'est génial. Donc, on est vraiment passé... ça me donne des frissons. Non, mais ouais, on est vraiment passé en gros de... Mais tu te rends compte les efforts que tu as fournis, quoi? J'ai pas lâché. Et puis, pour mon bébé, j'étais prête à tout. Et puis, inconsciemment aussi, j'avais ce challenge. C'est horrible, mais avec le recul, tu vois, oui, je me rends compte, j'avais ce challenge de me dire, non, mais les autres mamans y arrivent, alors moi aussi. C'est ça. Je vais y arriver. Et en fait, d'un sens, tu dis tant mieux si ça t'a permis justement d'arriver à ce niveau-là. Oui. Mais il faudrait qu'on arrive à changer cette motivation. Totalement. Et que ça soit plus... le faire pour soi, pour son enfant. Et pour soi aussi, parce que je pense que tu peux pas le faire que pour ton enfant. Mais sans te mettre cette pression, effectivement, de te dire non, mais il faut que j'y arrive, quoi. Les autres y arrivent, alors pourquoi pas moi. C'est ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée avec, pareil, c'était une consultante en lactation qui m'avait dit, parce que j'avais peur que ça soit en train de s'arrêter, et l'allaitement que j'avais mis en place, j'ai pareil. Impression de diminution de lactation, patati patata, perte de confiance, mais moi j'aurais voulu faire comme une telle qu'elle était tant de temps, voilà, retour dans les basiques. Et la personne, je l'ai eu juste au téléphone parce que je prenais rendez-vous avec elle, et rien qu'au téléphone elle m'a dit, mais Pauline, votre allaitement n'est pas terminé tant que vous ne décidez pas qu'il est terminé. Donc, en fait, elle m'a rappelé, et c'est des choses que tu sais, mais elle me dit, c'est une pompe. Si y a quelqu'un qui tire dessus, ça va continuer à alimenter. Donc, il y a pas de... En fait, elle me dit, il n'y a pas de stress. Et si vous le voulez, si
c'est pas une condition d'être capable ou pas capable. C'est si vous en avez envie, ça va se remettre en place impeccable. Et ça m'avait... Mais je pleurais au téléphone. J'étais là, waouh, mais c'est ça qu'on a besoin. C'est de se dire, il n'y a pas de capable ou pas capable. Il y a t'as envie ou t'as pas envie. Si t'as envie, on va t'aider et tu Oui, mais vas y arriver. Mais c'est ça, effectivement, t'as raison là-dessus, c'est l'envie. Et là, ça devrait être notre seul moteur. Oui. Ouais. Et pas de se sentir obligé de. C'est ça. Et donc, trop bien. Donc là, il a quel âge ton petit quand Alors, Chacha, je l'ai allaité donc de sa naissance à ses 2 mois et demi, en gros. Ouais. Parce que j'ai dû reprendre le travail. Voilà. Donc, il fut très, très compliqué pour moi après de mettre en place, en fait, le tire-lait au travail, de pouvoir stocker mon lait. C'était pas possible. Donc, j'ai tenté de continuer à l'allaiter quand je rentrais. Et en fait, ça s'est vite arrêté. D'accord. Je pense que j'étais très frustrée d'avoir été dans l'obligation de stopper quasi du jour au lendemain parce que je devais reprendre le travail, de mettre en place d'autres choses parce que j'avais pas la possibilité d'avoir assez de lait, ce qu'il aurait fallu que je tire mon lait quand même assez régulièrement. Je ne te raconte même pas les engorgements que j'ai pu avoir. J'ai fait une mastite. Enfin, vraiment, c'était... L'enfer. Ouais. Parce que du coup, quand tu reprends le travail, il est toujours sur un rythme de... Il est toujours sur un rythme de petit garçon un peu goulu qui a faim et qui effectivement est très demandeur. Il y a toujours un seul biberon quand tu reprends, en fait. Il y a toujours un seul biberon, et sauf qu'en fait, on passe de un biberon à plus de biberons, parce que chez la nounou, j'avais réussi à tirer un peu mon lait en amont, mais j'avais pas forcément ce qu'il fallait, parce qu'effectivement, vu qu'il l'allaitait, tu vois, j'avais pas ce besoin derrière de tirer. Donc là, en fait, ça s'est mis un peu trop rapidement en place, ça m'a beaucoup frustrée. Et ça s'est étiolé en fait assez vite. Et au travail, t'as pas réussi à mettre en place une routine de tirage? Non, c'était trop compliqué. C'était pas adapté en fait. Ouais. J'avais pas de pièces pour pouvoir le faire. Alors que normalement, tes employeurs sont tenus de te... Oui. Mais là, il m'avait proposé, mais c'était pas du tout adapté, tu vois. Surtout que pour tirer, tu es censé être dans un environnement apaisant, avec de l'intimité. Il faut que tu puisses sécréter de l'ocytocine. Donc voilà, il faut vraiment que tu puisses être détendu. Quand tu sais que tu as tes collègues de travail, t'entends à côté, etc. Ou que c'est pas dans une pièce. Des fois, si la pièce, c'est des toilettes ou une salle de réunion où tu as des vitres. Enfin bref, c'est très délicat d'être dans les bonnes conditions. En plus, souvent, tu vas tirer du lait, mais tu vas regarder. Tu vois tout de suite la quantité que tu tires qui n'est pas représentative de la quantité que tu produis, qui va te rajouter un stress. Enfin, moi, je trouve ça très difficile. Le tir-allaitement, je trouve ça peut être très compliqué, en particulier quand tu reprends le travail. Tu es en séparation de ton enfant. Ah bah oui, t'as plein de choses... Très, très difficile. Il y en a qui le font, et chapeau, franchement. Mais je comprends que... des fois, galère, quoi. Galère. Donc, tu gardes quand même la tétée du soir, mais engorgement, tout ça. Oui, donc ça s'arrête, en fait, très rapidement, sans que je le veuille vraiment. Mais ça s'arrête. D'accord, parce que tu lui proposes plus? Parce que je lui propose, mais parce que j'ai un engorgement, donc j'ai très, très mal. Du coup, il faut que j'arrive à drainer. À drainer, donc sous l'eau, tout ça. Donc derrière, j'ai pas forcément envie de l'allaiter, parce que c'est douloureux. Et puis le fait en fait qu'il ait plus de biberons, je dirais d'un coup, parce que ça s'est fait vraiment très rapidement. Il t'aide plus, tu sais, par confort et par besoin d'être à mon contact que par une réelle faim. Oui. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça s'arrête assez rapidement, et ça a été l'une des plus grandes frustrations de ma vie. Parce que j'aurais aimé continuer. C'est ça. Comment tu le vis, là, ce sevrage imposé un peu? Je le vis très mal. Je le vis très, très, très mal. Je me sens très en colère. Tu vois, vraiment, je sens cette colère de me dire ça s'est arrêté d'un coup sans que je le veuille vraiment. J'ai eu cette sensation de me dire que ça m'avait été imposé. Complètement. Voilà. Ça t'a été complètement imposé. Et du coup, je l'ai pas bien vécu. J'ai eu l'impression, en fait, de me détacher de mon enfant
On te l'arrache. Ouais, c'est vraiment, ça a vraiment été des sentiments. Et sur les mois d'après, tu reprends le dessus, comment tu... Sur les mois d'après, j'ai pas le choix. C'est ça, en fait. Tu vois. Du coup, on retrouve, tu retrouves ta bonne humeur naturelle et ton entrain, parce qu'il faut, quoi. J'ai pas le choix, parce que c'est comme ça. Je finis par me résoudre en me disant c'est comme ça. J'admets que j'ai, durant quelques minutes de mon existence, haï toutes les femmes. Voilà, parlons-en. Alors voilà, c'est aussi pour ça, j'en parlais donc avec Violaine avant de commencer l'enregistrement. Moi, je suis très contente d'avoir Violaine qui parle d'un allaitement qui a duré 2 mois et demi avec ton premier enfant. Parce qu'en fait, dans les épisodes de Sororité T, notamment, on a interviewé beaucoup de femmes qui ont allaité longtemps. Il y a eu Julie qui était toujours en allaitement à 8 mois, Mathilde qui a allaité ses enfants plus de 20 mois, plus de 24 mois même, je crois. Si je dis pas, je crois que c'est 27 mois à peu près. Ensuite, avec Sarah, il y a eu du don de lait, tellement Sarah elle était prolifique sur le lait et elle a fait du co-allaitement avec sa fille de 3 ans. Donc la deuxième est toujours en allaitement et la première elle était 3 ans et demi. Et puis j'ai une maman qui a allaité son prématuré et qui a réussi à poursuivre un allaitement jusqu'aux 8 mois de son enfant. Donc voilà, et en fait ce n'est pas représentatif, ces mamans sont extraordinaires, mais pas représentatif je pense de la majorité des mamans et elles ont aussi eu des conditions particulières qui ont fait que des fois il y a eu pour certaines d'entre elles des congés maternité, en tout cas ou parentaux, qui ont été aménagés. Donc qui ont aussi facilité ces expériences, en tout cas qui leur ont donné un coup de pouce parce qu'elles n'ont pas toutes été faciles. Je minimise vraiment pas ce qu'elles ont fait qui est incroyable. Mais je trouve que ton témoignage, il est essentiel dans le sens où il est représentatif de ce que vivent, je dirais, je vais faire une statistique doigt mouillé, mais de peut-être 80% des mamans aujourd'hui. C'est difficile de le mettre en place. Et une fois que tu arrives à le mettre en place, que tu t'acharnes, il faut penser au sevrage parce qu'il y a cette reprise du travail. Et mettre en place du tir à allaitement, c'est galère, quoi. C'est aller avec ta machine au travail, tirer, stocker. C'est vraiment difficile. C'est difficile. Et puis l'image aussi de gêne, en tout cas à l'époque, que tu peux avoir effectivement avec ta machine, tes petits sachets. Bon, alors il faut que je les mette dans le réfrigérateur. Tu as des réflexions. C'est vrai. Qui sont pas forcément méchantes, qui peuvent être tournées sur le ton de l'humour ou autre, mais tu peux toujours en avoir. Alors, pas forcément des femmes. Oui, c'est surprenant. Mais voilà, il peut toujours y avoir des petites choses, effectivement, qui peuvent aussi te mettre mal à l'aise. Qui, aujourd'hui, ne le seraient pas pour moi, mais à l'époque, j'étais plus jeune. Tu te rappelles un petit peu de ce qu'on avait pu te dire ? Non, mais après, moi, j'ai pas eu cette chance. Oui, tu l'as pas fait. Mais tu avais anticipé ce genre de... Oui, parce que c'est, tu sais, à la maison, j'avais réussi à stocker un petit peu et j'ai des amis. C'était pas méchant, c'était sur le ton de l'humour. Un peu potache, quoi. Ah oui. Ouais. Voilà. Pas Violaine lève les yeux au ciel. Oh là là. Pas nécessaire. Voilà, donc, pas nécessaire. Tu sais que sur au travail, les personnes que tu peux côtoyer, tu connais un petit peu leur manière de fonctionner. Et je savais que si j'avais effectivement pu tirer mon lait là-bas, j'aurais pu avoir 2-3 petites... Ouais. Non, ce serait bien passé. Et puis, bien entendu, t'as pas... Voilà, ça fait partie de ton intimité que déjà, t'es obligé de partager sans le vouloir parce que t'es sur ton lieu de travail. Donc t'as pas nécessairement envie... qu'on t'en parle ou qu'on t'embête vis-à-vis de ça. Plus de la bienveillance, effectivement. C'est ça. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est cette sensation de colère que tu as eue à l'égard des mamans qui ont poursuivi un allaitement. Pareil, cette fameuse injonction de l'allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois. Super recommandation, hyper importante. Mais du coup, on se met cette pression et en fait, on ne nous donne pas les conditions pour le faire. Donc, c'est comme dire aux gens, je sais pas, d'arrêter de fumer en leur proposant des clopes partout ou d'arrêter de boire. Oui. En fait, d'un moment, on te dit il faut allaiter 6 mois, mais tu n'es pas en contact avec ton enfant. Ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué de le faire. Même 2 mois et demi, quitter ton enfant au bout de 2 mois et demi quand t'as pas la possibilité. C'est d'une violence. C'est terrible.
C'est terrible. Ouais. Après, de la même façon, aucun jugement sur certaines mamans qui, au contraire, j'ai pas dû... sortent la tête de l'eau à ce moment-là en mode mais moi j'ai pas envie d'avoir un congé mat de 6 mois les filles. Je comprends tout à fait. Et ça pareil, moi je suis restée longtemps avec mes enfants et franchement avec le recul ce serait à refaire, je mettrais un petit peu plus de garde pour souffler un petit peu, donc de la même façon, vraiment, on le comprend. Mais en fait, moi, je pense que encore une fois, ce que moi je demande, et je pense qu'on demande toutes, c'est le choix. Oui. Le choix d'avoir plus de temps, le choix d'allaiter, le choix de ne pas allaiter, et quand on fait le choix d'allaiter, d'être aidé. Et voilà, quoi, le choix de reprendre le travail ou non, ou de l'aménager, enfin... Avoir le choix, effectivement, être libre de ce que tu as envie de faire. Ouais. Surtout que dans un cas ou dans l'autre, tu fais quelque chose de dingue. D'avoir un enfant et de reprendre le travail tôt, c'est super parce que tu t'épanouis dans ta vie professionnelle, dans l'économie, etc. Enfin, tu contribues à l'économie et c'est que tu passes du temps avec ton bébé, tu contribues à autre chose tout aussi important. Oui. Qu'on te demande aussi. Mais en fait, tu peux pas demander les deux à une maman. En fait, tu peux pas me dire il faudrait faire les deux idéalement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est vrai. Et du coup, tu as cette sensation un peu de colère vis-à-vis des mamans qui allaitent. Oui, qui y arrivent. Et qui arrivent à aménager et qui continuent effectivement, malgré la reprise de leur travail, à pouvoir continuer à allaiter pleinement. Oui, j'ai eu... Alors, j'en suis désolée, hein, je ne vous hais pas vraiment. Mais effectivement, pendant quelques secondes, je pense que c'était plus de la jalousie. Tu vois, de la jalousie mêlée à cette culpabilité que j'avais de pas avoir réussi. Et ça, vraiment, ça a été terrible pour moi. Ouais, ça, c'est dur. Et je me suis dit que pour ma deuxième... Alors, on va y aller. Alors, la deuxième, donc comment ça se passe Alors, du coup, pendant ton cheminement, ta préparation de la grossesse, tu penses à l'allaitement? C'est dans ta tête? Oui. Je pense à l'allaitement et je sais que je l'allaiterai, mais sans pression. Ok. Voilà, sans pression, en me disant... J'ai quand même, tu vois, cette petite chose en tête qui me dit, ok, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais pour mon premier. Donc, pas de pression pour ma deuxième, mais ça devrait le faire. Parce que je l'ai fait une fois. Maintenant, je sais le faire. Tu vois, c'était... Voilà. En me disant, ok, pas de pression. Mais c'est vrai que tu pars quand même avec plus d'infos. Mais c'est ça. Moins démunie. T'es plus serein. En tout cas, je l'ai été. J'ai été plus sereine. Bon, je l'étais déjà pour le premier, juste pendant la grossesse. Oui, c'est ça. Mais là, pour la deuxième, moi, je me suis dit, ok, ça va le faire. Est-ce que tu prépares, pendant ta grossesse, l'allaitement d'une façon différente ou tu te dis, non, je verrai bien, pas de pression, tu continues là, dans cet état d'esprit? Alors, j'ai pas préparé, j'en ai parlé avec la sage-femme qui me suivait. On a discuté, ne serait-ce que des vêtements d'allaitement, tu vois, des petites choses à mettre en place, en fait, si je le souhaitais vraiment. Ce qui était plutôt chouette parce que je l'avais pas eu pour le premier. Et donc, même si là, j'étais mieux informée et que je savais, le fait d'en reparler, de revoir ensemble les différentes positions, de vraiment trouver la position dans laquelle j'étais le plus à l'aise, tu vois, de parler de tout ça, ça m'a fait du bien. Top. Et là, tu es toujours avec la super sage-femme? Non, j'ai changé parce que je suis partie... j'étais à Bayeux à ce moment-là et là, je suis partie à Caen. Donc, j'ai changé de sage-femme. Excuse-moi. Ah, donc là, en fait, en plus, je rechange de sage-femme. Tu refais confiance à une nouvelle sage-femme. Qui a été top et qui m'a été conseillée par une amie. Bon, ok. Voilà. Et effectivement, je ne regrette pas du tout. Bon, Fantastique. Tant mieux. Là, de nouveau, une bonne expérience. Ouais, super expérience, vraiment fantastique. Et l'accouchement se passe comment alors? La grossesse se passe pas hyper bien pour Alban. Bon. Parce que tout petit bébé, en dessous de la courbe, donc il y a eu quand même tu vois, des petites inquiétudes sur son développement. Finalement, ça va. Là, je fais du diabète gesta que j'ai pas fait pour mon premier. En même temps, t'es diagnostiquée. Pour le premier, t'étais pas diagnostiquée, je crois. Ah si, pour le premier, il m'avait fait le... Ouais, et j'avais pas eu de problème. Donc, tu vois, j'étais hyper sereine avec ma deuxième en me disant, c'est bon, ça passe. Pas du tout. Voilà, donc là, il me parle quand même de grossesse gériatrique, parce que tu comprends, je suis vieille. T'as plus de 35 ans. J'ai un peu trop de rides. T'es enceinte, t'as quel âge? T'es enceinte t'as 35 ans? À partir de 35 ans, effectivement, il me parle de grossesse gériatrique. Bienvenue au club. Voilà. Donc là, c'est ce dont ils m'ont parlé en me disant qu'effectivement, le diabète gesta, ça pouvait se justifier par mon âge. Ok. Mais merci beaucoup. Mais oui. Et donc, j'ai un super suivi, justement, par le fait qu'Alban grandisse pas correctement par le diabète, tout ça. Donc, je finis par accoucher un 24 décembre. Oh. Voilà.
On choisit une super date. C'est ça. C'est spontané ou c'est déclenché du coup? Alors, c'est déclenché parce que normalement, j'aurais dû accoucher le 3 janvier. D'accord. Ils m'ont programmé le 27 décembre. Et en fait, j'ai eu un petit souci le week-end où je la sentais plus. Ouais, là, la panique. Ouais, donc j'ai appelé la mater qui m'a dit de venir tout de suite et en fait j'avais plus assez de liquide amniotique. Il fallait effectivement qu'on déclenche et vu qu'en plus c'était pas déjà de base un gros bébé, enfin tu vois un beau bébé, c'était vraiment une toute petite crevette. Ils m'ont pas laissé le choix. De toute façon là il y aurait eu trop de risques. Donc ils m'ont déclenché l'accouchement au top. Trop bien, malgré le déclenchement. Donc c'est toujours le 24 décembre là du coup? Alors le déclenchement c'était le 23. Ouais. Et du coup, super. La mater, géniale. Il y a des déclenchements qui se passent bien. Mais oui, voilà. Écoute, vraiment. Là, c'est un comprimé. Ne stressez pas si vous êtes déclenché. Voilà. Oui, vraiment. Ça peut bien se passer. Je l'ai très, très bien vécu. Oh, top. J'avais eu une super préparation. Donc, en fait, quand j'ai commencé à avoir les premières contractions, j'ai quand même réussi à m'endormir. Je tiens à le signaler parce que je ne sais pas. Je sais pas, vraiment. Sérieux? J'étais tellement détendue. T'as tellement respiré que... Ouais, j'ai fait un travail, je me suis endormie et ce qui m'a réveillée, c'est de perdre les os. Mon conjoint, du coup, ne m'a pas quittée. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. A quand même prévenu la sage-femme. Donc, je lui ai dit, oui, les contractions ne sont pas hyper rapprochées. Et puis, je suis allée sous la douche, tu sais, me passer de l'eau chaude qui m'a permis de vivre les contractions avec beaucoup plus de facilité, disons, que de rester assise, tu vois, ou debout dans la chambre. Le fait de passer de l'eau, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais t'es hyper en confiance, tu sais trouver ce qui va te soulager. Tout va bien. Là, tu gères. Vraiment, tu subis pas du tout ton accouchement, là. Non, je le vis vraiment super bien. Par contre, les contractions, effectivement, deviennent quand même assez douloureuses. Mon col était peu ouvert. Donc là, je me dis, mon Dieu, ça va faire comme le premier, je vais mettre 36 heures. Faut vraiment que je des sois fois, tu au te top. dis, limite, faudrait... Ouais. Mais de toute façon, t'as envie de savoir où t'en es, mais en fait, des fois, ça s'ouvre en quelques minutes. Donc, oui, c'est ça. Mais donc là, voilà, donc elle me dit, écoutez, quand même, vous souffrez quand même beaucoup. Oui, mais c'est normal. Enfin, ça reste... un accouchement. Ça reste un accouchement. Donc, il propose quand même de monter en salle de travail. Bien entendu, c'est un étage. Je peux y aller en fauteuil? Non. Parce que je sais que si je marche, le col peut s'ouvrir, donc je peux accoucher plus vite. Tu vois, j'ai vraiment ça en tête. Donc oui, je marchais au niveau des... Je vais y arriver. Oui, c'est ça. Et donc je marche, j'entends les bébés pleurer, tu sais, avec les mamans qui réconfortent. Donc je me dis, faut pas que je passe de bruit. J'avais des contractions en plus qui se rapprochaient de plus en plus. Je me dis, faut pas que je fasse de bruit. Tu voulais être polie en mode jeu. Donc je me mettais à moitié accroupie. J'avais mon conjoint qui était désespéré, qui m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, écoute, il faut qu'elle sorte. Mais c'est génial que tu fasses ça. Parce pas 36 mais heures. Clairement, tu te mets dans le mouvement, ça, c'est bénéfique. Et puis ça va, tu vois, je le vis plutôt bien, je me marre. Enfin, vraiment, j'étais hyper détente, même si j'ai mal, je le vis vraiment. Ce que moi, je dis souvent à ce moment-là, c'est tu as de la douleur, mais pas de souffrance, quoi. Oui, mais c'est ça. Je le vis vraiment bien. Mon conjoint, un peu moins. Vraiment. Je sentais qu'il n'était pas au mieux de me voir, en fait. Ouais. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il m'a expliqué. Voilà, il se sentait démuni de ne pas pouvoir m'aider. Et je lui ai dit, en fait, le fait que tu sois là, rien que ta présence m'apporte énormément de réconfort et tu vois, de bien-être. Donc, ça ne peut que le faire. Et donc, j'arrive en salle de travail. Il me demande si je veux une péridurale. Donc, j'avais effectivement en amont fait la demande. Donc, ça, c'est au choix de chacune. Moi, j'ai beaucoup aimé la péri. Je me suis endormie dans les 10 minutes qu'on suivit. Et je me suis réveillée en toute détente. Super. Vraiment drastiquement différent du premier. Vraiment, là, j'étais bien, j'étais détendue. Mon conjoint était redescendu un petit peu dans la chambre pour se reposer, tu vois, un petit peu, effectivement, parce qu'on avait très peu dormi, ça avait été assez long. Et donc là, je sens une pression. Mais vraiment, je sentais une pression, tu sais, au niveau du nerf sciatique de la fesse. Tout ça, je me dis, quand même. Donc la sage-femme, à ce moment-là, vérifie mon col, me dit, non, on est à 4-5. Je me dis, oh là, c'est pas possible. il ne va jamais s'ouvrir. Et elle me dit, non, je tiens quand même, je ressens vraiment une vive pression. Elle me dit, c'est peut-être normal, vous inquiétez pas, c'est aussi par rapport à la position que vous avez pu prendre. Et puis, même si votre col n'est pas ouvert, votre bébé, quand même, le travail a commencé, donc descend un petit peu, mais vous inquiétez pas. À ce moment-là, mon conjoint m'envoie un message. Tu vois, en fait, les choses se sont enchaînées.
On me demande si tout va bien. Je lui réponds oui, je suis à 4-5, donc tu as le temps. Sauf que lui comprend, on est 4-5 dans la chambre. Donc je le vois arriver en courant, en nage, en me disant quoi, j'ai loupé. Je lui dis non, détente, tout va bien. Et en fait, à ce moment-là, en fait, dans la demi-heure entre le moment où il est arrivé et la demi-heure qui s'en est suivie, j'ai accouché. Mais oui. Elle est sortie, Et voilà, d'un coup, vraiment. Et j'ai pas ressenti, tu vois, c'est arrivé d'un coup en fait, où j'ai dit oh là là, mon Dieu, mais vraiment, si j'ai une pression, elle est là. Et que la sage-femme, effectivement, m'a écarté les jambes, il m'a dit ah oui, je vois les cheveux. T'as bien fait. En fait, comme quoi, il a bien compris le message finalement. Mais oui, mais en fait, c'est heureusement, parce que sinon, il aurait loupé peut-être. J'aurais accouché sans lui, je pense. T'aurais pas pu lui écrire le message. Ah bah non, là, tu vois, vraiment, ouais, vraiment, ça s'est joué, je sais pas, j'ai pas d'explication, mais il est arrivé au moment opportun. C'est ça, d'être connecté. Donc, elle arrive, impeccable alors. Tout va bien. Ah, génial. Tout va bien, l'accouchement, du coup, se passe très, très bien. Bon, tout petit bébé, mais ça, on le savait déjà. Elle pèse combien, la naissance ? Elle pèse 2,6 kg. Ok. Donc ça reste quand même, tu vois, cool. Après, oui. Tu sais qu'ils perdent quand même, donc ils m'ont bien dit d'être assez vigilante là-dessus. Déjà très éveillée, enfin top. On est vraiment dans notre bulle, tout va bien, on est hyper détendu. Je sais plus, je crois que c'est dans la chambre que je l'ai allaité, mais pas en salle de travail. Les sages-femmes me proposent de me remontrer et j'accepte parce que dans tous les cas, je pense que j'en ai quand même besoin. Et en fait, ça se passe bien. Alors, le souci, c'est qu'Alban, c'est quand même un tout petit bébé, donc elle s'épuise assez vite. Donc, a été mis en place, en fait, de l'allaiter toutes les 3 heures. Ok. Voilà. Donc, les 3 jours à la mater se passent merveilleusement. Parce qu'elle réclame pas d'elle-même. C'est à toi un petit peu de... non, parce que petit bébé, ouais, ils m'ont dit, il faut vraiment mettre ça en place pour être sûr, en fait, de ne pas passer à côté et de vraiment qu'elle prenne du poids. Le plus important, c'est qu'elle prenne du poids rapidement. Que c'est ça, je crois que je l'ai déjà rappelé dans un épisode, mais souvent on se dit un bébé qui réclame souvent, c'est qu'il a certainement pas assez mangé. En général, c'est l'inverse. Un bébé qui réclame souvent, c'est qu'il est en forme, il a de la force, il a de l'énergie pour justement demander. Et un bébé qui dort beaucoup, c'est pas qu'il a pas faim, c'est au contraire que du coup, il faut certainement le solliciter et l'aider pour qu'il justement il reprenne, comme dans le cas de ta fille, des forces et du poids, quoi. Ouais, là, je la réveillais, même si elle dormait, il fallait la réveiller. Du coup, c'était un petit peu difficile, j'imagine, pour elle de s'y mettre. Oui, et puis c'est dur, enfin, tu la vois paisiblement endormie, t'as envie de te dire, allez, je la laisse, mais là, non, elles m'ont vraiment... Bon, si c'est pour la mettre au sein, ça va. Ah bah oui, ou même pour un biberon, et puis ça elle finissait par se rendormir, se réveiller à nouveau. Et tu vois, ça a fonctionné parce qu'on est ressorti de la mater, elle faisait 2,6 kg. Super. Donc le poids qu'elle a perdu, elle l'a récupéré, donc génial, on était hyper contents. Donc là, tu pars, tu vois, pleine de force en te disant, ça y est, c'est bon. Je gère. Pas de complément ? Pas de complément. Pas de douleur, de bout de sein, de choses comme ça ? Non, j'ai pas eu besoin. Okay. J'ai eu un petit peu mal, effectivement, mais rien de comparable à ce que j'avais pour mon premier. Ouais. Comme quoi, c'est super fou, hein. bien. Et donc, on rentre à la maison hyper confiant, tu vois. Moi, je me dis, c'est bon. Cette fois-ci, je gère. Non, descente aux enfers. En fait, arrivée à la maison, tu vois, les choses se passent bien. Mais je vois quand même qu'elle est fatiguée dans la nuit. Parce que j'ai essayé de m'imposer toujours ces 3 heures de continuer. Ils m'ont dit de vraiment essayer d'être... Et je vois qu'en fait, au fur et à mesure de la nuit, je sens que c'est plus pareil. Qu'elle fatigue, qu'elle est un peu moins réactive, qu'elle tète moins. Donc là, je commence à dire à mon conjoint qu'il y a un truc qui va pas, que je le sens pas. Et en fait, le lendemain, elle devient à moitié... elle devient hypotonique. En fait. Vraiment... pas bien du tout. J'appelle la sage-femme qui devait venir, qui me dit oui, de toute façon, j'arrive. Un peu stress. Ouais, j'étais pas bien. Et puis, elle arrive, en fait, je m'effondre. Donc, je me dis, la pauvre, elle arrive, je lui ouvre la porte, je m'effondre en larmes en lui disant, il y a un problème, ça va pas. Je sais que ça va pas. Et en fait, effectivement, tu vois, quand elle l'a prise, elle m'a dit non, mais elle me dit là, elle est réactive et tout. Je lui dis non, mais je sais que ça va pas, j'arrive pas à allaiter, tout ça. Est-ce que j'aurais dû m'alerter la nuit ? Est-ce que, tu vois, en fait, t'as plein de choses qui te viennent où tu reprends encore en pleine figure cette culpabilité de te dire j'aurais peut-être dû faire comme ça, ou faire autrement, ou rester un jour de plus, ou...
Tu vois, c'est tout ça mélangé au fait que tu vois ton enfant qui est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, elle apaise. Et donc là, on se rend compte qu'elle a perdu 140 grammes en moins de 24 heures, donc ce qui est énorme pour elle. Et du coup, qui a eu un impact, tu vois, assez conséquent. Donc là, branle-bas de combat. Mon conjoint part chercher un tire-lait et elle me dit seringue. Elle me dit là, il faut. Et elle me dit, de toute façon, là, si dans les heures qui suivent, on n'arrive toujours pas, elle me dit, c'est le CHU. Enfin, tu vois, on se dirige. Donc là, on t'apporte un tire-lait. Là, mon conjoint m'apporte un tire-lait. Je tire mon lait du Ça mieux va, que ça je se passe peux. bien? Non, parce T'es bien équipée parce que taille de tétrelle, tout ça, t'es Non. peut-être pas trop dans le délire à ce Non, moment-là? pas top, mais pas grave. Ok. Tu vois, sur le coup, je me Façon, pose voilà. pas trop la Façon, question. tu tires et tu lui injectes. Enfin, là, quand tu dis seringue, c'est genre que tu mets ton lait dans une seringue Oui. pour lui mettre dans la bouche. Pour lui mettre dans la Pour que bouche. ça arrive facilement. Ouais. Et donc, on fait ça plusieurs jours et je continue en fait à la mettre au sein. Oui, à super. m'efforcer, tu vois, en me disant il faut qu'on y arrive. Donc, vraiment, on l'a quand même emmenée aux urgences le dimanche parce que c'était pas fou. Elle avait repris un peu de poids quand même? Elle avait repris pas beaucoup. Ouais. Elle avait pas repris beaucoup, donc ils nous ont dit surtout vous continuez, il faut impérativement voilà. Et puis bah tu la couvres d'autant plus parce que bah du coup elle a froid. En plein Et donc hiver, avec la sage-femme, elle a pensé que parce que tu vois pourtant j'ai suivi tout ce qui m'avait été indiqué. Et en fait elle m'a dit vous savez là vous revenez chez vous, la température est pas la même et même si ça se joue à quelques degrés et que nous on n'a pas forcément la sensation pour un bébé ça peut être et pourtant je te jure elle était je pense pas que je sois la meilleure des mamans et jamais j'aurais cette prétention de dire quoi que ce soit, mais en tout cas, j'essaie d'être une bonne maman pour mes enfants. Et pour moi, elle était, tu vois, elle était bien, elle était couverte. On avait fait en sorte, en plus, on est en décembre, donc on avait fait en sorte que la maison soit bien chauffée. Mais effectivement, bah, ça a pu jouer à quelques degrés sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et donc, ouais, ces premiers jours sur Terre, c'était pas facile. Après, on a repris, hein. On a réussi à reprendre, tu vois, arrêter la seringue, elle a repris du poids. Ouais, mais déjà, ouais, c'est sacrée épreuve quand même. Bah, quoi. c'est pas facile. Dans la mise en place, Ouais. c'était en pleine mise en place de ton allaitement. Pas facile. Ah, puis le tire-lait, tu vois, d'un coup d'un seul, alors que j'étais convaincue de me dire, ça y est, celle-là, c'est la bonne. Bah oui, Je vais faire un allaitement exclusif au sein, ça va être top. En fait, pas du tout. Donc là, tire-lait. J'ai eu rapidement, par contre, effectivement, beaucoup de lait. Ouais, donc ça j'étais très, le très corps contente. qui se rappelle, ouais. Voilà. Donc on a réussi effectivement à la remettre au sein. Enfin, j'ai réussi à la remettre au sein après, mais à continuer quand même de tirer mon lait pour que mon conjoint puisse lui donner, tu sais, de temps à autre, un biberon pour qu'il ait ce sentiment de partager, tu vois, aussi. Ok, top. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que vraiment j'avais ce besoin de l'allaiter, mais ça c'est au fur et à mesure en fait ça s'est pas hyper bien passé. Quand elle prenait mon sein, elle se mettait à hurler en continu, enfin elle régurgitait beaucoup, c'était pas simple. Pour au final se rendre compte que elle était dans un premier temps RGO, d'où les régurgitations, d'où les douleurs, tout ça. Donc on l'a mis rapidement sous Inexium. Voilà, ouais. Mais ça a continué. Malgré l'Inexium. Malgré l'Inexium, elle se tordait, c'était difficile. Vraiment, c'était pas un allaitement facile. Et on s'est rendu compte que finalement, elle était intolérante au lactose. Parce que du coup, il fallait forcément Ah là là. que ça se passe comme ça. Et le sein la soulageait pas sur le moment? Alors, sur le moment, effectivement, elle prenait bien, mais en après, fait, les douleurs, c'était terrible. Enfin, elle avait des douleurs, elle se tordait dans tous les sens. Ses selles étaient granuleuses, enfin, tu vois, elle avait une inflammation, en fait. Et ça, on a mis quand même... on a mis 3 mois, tu vois, à... Et comment t'apprends ça? Comment tu fais le diagnostic de ça? Bah, je rappelle ma pédiatre en lui disant que ça va toujours pas et qu'il y a quelque chose que je sens pas. En fait, je sens que mon bébé va pas bien et je comprends pas. Donc, du coup, je suis allée la voir, on a pris rendez-vous et on a fait le nécessaire. Et elle m'a dit effectivement qu'elle était intolérante au lactose, quoi. Et que on avait 2 solutions possibles. Soit effectivement que moi, j'adapte un régime sans lactose et que je continue à allaiter, ou alors qu'on arrête. Et elle m'a dit, je pense que là, en fait, avec tout ce que vous avez fait entre la naissance et maintenant, d'essayer toutes les solutions possibles,
Parce qu'on a même effectivement, tu vois, pris mon lait pour l'épaissir, pour lui donner au biberon, pour voir si c'était pas ça. Et elle m'a dit, je pense que là, vous avez le droit de vous arrêter. Et que ça voudra pas dire effectivement que vous n'avez pas réussi. Et en fait, j'ai fait le choix d'arrêter. Alors, j'ai continué à tirer mon lait parce que je lui ai fait des bains de lait à la place. Tu vois, j'ai utilisé mon lait d'une autre manière. Et au fur et à mesure, moi, ça a fini. Ça a fini par s'arrêter. Et on est passé au lait végétal pour Alban. Et en fait, dès le premier biberon, c'était pas pareil. Et effectivement, elle a très bien toléré le lait. On a vu une grosse différence. Et elle était apaisée, elle était bien. Ouais. Et elle dormait. Sans se tordre de douleur. Et c'est marrant que tu dises, la personne qui t'a accompagnée, qui t'a dit, t'as le droit. Oui. T'as besoin d'entendre ça, hein, de se dire... mais comment tu l'as vécu, malgré tout? Malgré qu'on t'ait donné cette autorisation? Un deuxième échec. Bah ouais. Tu vois, ça a été un deuxième échec où je me suis dit que pour mon premier, du coup, je n'avais pas réussi. J'avais pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais. Pour ma deuxième non plus. Alors, fort heureusement, on n'aura pas de troisième parce que je suis un peu vieille quand même. Grossesse gériatrique, ça va. Mais si on avait été amené à avoir un troisième bébé, en fait, je suis même pas sûre de l'allaiter. Je suis même pas sûre d'avoir eu envie d'allaiter parce que j'aurais pas supporté à nouveau de me dire que je pouvais pas aller au bout de ce que je voulais. Et puis aussi, peut-être que si tu avais un troisième, d'avoir que ce soit aussi des beaux moments, des moments sans ce stress. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le repas, c'est aussi un plaisir, c'est un moment de douceur, et t'as pas envie que ce soit un moment qui soit lié à du stress, des douleurs, des inconforts. Enfin, t'as envie des fois de donner un biberon dans la paix, dans le calme, dans un moment de connexion, et pas dans un... Et c'est ce qu'on a retrouvé, tu vois, avec le lait végétal, où effectivement... Ça a vraiment changé notre vie. Ouais. Parce que ça a changé la vie de notre fille, mais aussi la nôtre. Celle de mon fils qui était inquiet pour sa petite sœur. Ah ouais. De mon conjoint, de moi-même, effectivement, c'était apaisant, tout allait bien. Elle prenait bien les biberons, elle avait plus... les selles étaient différentes, elle avait plus d'inflammation. Enfin, ça nous a changé. Alors effectivement, peut-être que j'aurais pu... faire un régime et aller jusqu'au bout, mais en fait, je pense que j'avais plus la force, tu vois, de me dire encore, en fait, est-ce que je vais encore y arriver? Je suis pas sûre. Ouais. Mais ça restera... Tu t'es écoutée aussi, hein. Ah oui. Parce qu'après, pareil, d'aller sur une posture trop sacrificielle parce qu'il faut le faire absolument. Parce que... Voilà, quel est le poids de tout ça aussi? Parce que t'étais pas... Non, je pense que c'était pas une solution. Et puis, mon conjoint voyait bien aussi, tu vois, que ça me pesait, que c'était compliqué pour moi de gérer tout ça. Et donc, lui aussi, en fait, m'a dit, mais tu sais, moi, que tu le fasses ou pas, en fait, c'est pas grave. C'est juste que fais ce dont toi, t'as envie. Dis, notre fille, elle va bien et ça ira bien. C'est ça. Et tu vois, le fait d'avoir ce soutien aussi de mon conjoint... Ah, ça, c'est hyper important. Mais c'est tellement important. Et c'est par ces petites choses-là, tu vois, même si eux ont le sentiment d'être plus spectateurs qu'acteurs de tout ça, mais en fait, ils le sont énormément. Ouais. Et le fait qu'il m'ait, je peux pas dire permis, mais qu'il m'ait juste rassuré et il m'ait dit, écoute, quoi que tu fasses, tout ira bien. Ouais, je pense que j'avais besoin de ça. Mais je le garderai comme un échec malgré tout. De pas avoir réussi à aller jusqu'au bout de mon allaitement. Ouais. J'aurais aimé faire plus. Mes enfants vont très bien. Oui, voilà. Tu te rattaches à ce qui est important. Mais c'est vrai que ça peut être important pour toi de travailler ça, pour ne pas le voir comme un échec, parce que c'est... on vit tous la vie pour la première fois, et puis t'es pas préparé à vivre le reflux. Déjà, l'allaitement n'est pas bien accompagné, mais alors après, quand il est question de reflux, etc., il y a tellement de parents qui sont démunis. Et donc, voilà. Mais ce serait bien que pour toi, que tu arrives à dépasser cette posture d'échec. Oui. Mais on sent que c'est encore... En plus, voilà, Alban, elle a à peine plus d'1 an. Et en plus, je pensais au fait que pour Alban, tu t'es arrêtée plus longtemps. Oui. Et du coup, j'imagine que tu te projetais en te disant parce que je vais l'allaiter jusqu'à 1 an. Mais oui. Voilà, mais totalement, oui. J'ai eu la chance pour Alban, du coup, de m'arrêter 1 an.
et de me dire, bon, bah, ça va être génial, on va pouvoir prendre le temps, je vais pouvoir l'allaiter, ça va être top. Et quand je vais vouloir reprendre le travail, effectivement, je vais prendre le temps de faire les choses parce que je peux voir plus loin. Ouais. Bon, pas du tout. Voilà. Néanmoins, j'ai adoré avoir cette chance de pouvoir prendre le temps pour mes enfants pendant 1 année. Ça a été génial. Néanmoins, j'étais quand même super contente de reprendre le travail. Ah, bah tu m'étonnes. Non, franchement, moi, quand je vois des mamans qui s'arrêtent 1 an, voire 3 ans, franchement, je leur dis chapeau. Ah oui, Franchement, bravo, parce que des fois, je sais pas ce qui est le plus difficile. Enfin bon, c'est pas, en fait, c'est pas, de toute façon, il faut pas faire un classement. Reprendre le travail à 2 mois et demi ou 3 mois, c'est très difficile, mais ne rester avec son enfant, c'est difficile. c'est très difficile aussi. Oui. Mais est-ce que tu as ressenti du fait, alors, elle avait quel âge quand tu la sevrais, du coup, Alban? 3 mois. Ok. Tu vois, je pense qu'il y a un truc avec les 3 C'est mois. ça. Et du coup, est-ce que tu as ressenti de la culpabilité à te dire, je n'ai pas repris le travail et je l'allaite plus? Ou ça allait? Non, pas du tout. D'accord. J'avoue que je me suis même pas posé la question. Ah bah très bien, parce que j'ai transféré à ma situation personnelle où je me suis dit, moi quand j'ai arrêté l'allaiter le premier à 3 mois, les gens ils me disent, ah parce que t'as repris le travail, et j'étais là, non, mais parce que j'en avais marre, et c'est compliqué d'assumer cette position-là. Donc t'avais déjà fait du chemin, du coup. Ouais, là, j'avoue que je me suis pas posé la question. En fait, j'étais tellement... Enfin, t'étais plus alignée que pour le premier. C'est ça, ouais. Et puis enfin, je pouvais faire ce que j'avais envie, c'est-à-dire m'occuper de mes enfants. Ouais. Et de pas être dans l'obligation de reprendre le travail parce que ça m'était imposé. Là, en fait, j'avais le choix. Mais en plus, tu as eu l'air de kiffer à fond ce temps passé avec tes enfants. Peut-être que tu n'aurais pas kiffé avec un allaitement ou tu aurais dû poursuivre avec un régime et machin. Enfin... Ouais, effectivement, je pense que ça aurait été très contraignant. Ouais. De ne pas pouvoir manger la même chose que mon conjoint et mon fils, d'être obligé, si le fait rien que de sortir au restaurant, tu vois, d'être obligé de dire, ah bah non, alors par contre, qu'est-ce que vous avez dans votre plat? Je suis pas sûre que j'aurais eu envie à long terme en tout cas, de vraiment me frustrer avec tout ça. Ouais. Maintenant, du coup, Alban, elle a un peu plus d'1 an. Oui. A priori, l'expérience de la maternité, pour toi en tout cas, de la maternité, non pas vraiment de la maternité, mais pour toi l'expérience de l'allaitement, elle va s'arrêter maintenant. Oui. C'était ta dernière expérience. Quel regard tu portes sur ton vécu de maman allaitante? Alors objectivement, vraiment, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir allaiter ne serait-ce que peu de temps. Mais que j'ai pu connaître ce bonheur-là, en tout cas qui était important pour moi. Après, bien entendu que si une maman ne souhaite pas allaiter, c'est tout aussi honorable que le fait de le faire. Chacun, effectivement, a le choix. Après, personnellement, ça restera, en tout cas pour le moment, j'ai pas encore fait le deuil de tout ça. Ouais. Un échec. T'es encore en postpartum, hein, faut pas l'oublier. Oui. T'es encore en postpartum, donc c'est des choses que tu vois, faudra peut-être retravailler dans le temps. Hein. Oui, après, je pense qu'il faut effectivement que j'accepte le fait que je n'ai pas pu faire autrement. Ouais. Mais pour le moment, j'ai encore un peu de mal. Tu vois, mon fils a 6 ans et demi et j'arrive toujours pas à... Je garde ça en moi, en me disant que ça a été un échec et que j'essaye de réfléchir en me disant peut-être que j'aurais pu faire différemment. Et du coup, peut-être que ça aurait pu marcher. On sait pas. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est un échec. Ouais, mais je pense qu'on est malheureusement beaucoup à vivre ces émotions-là. Je sais que pour mon premier, c'est le cas, et toujours aujourd'hui. Et pour d'autres mamans que j'ai rencontrées, qui ont eu des arrêts contraints, c'est difficile. Quand c'était quelque chose que tu as à cœur et puis qui vient naturellement dans le prolongement de ta grossesse, en fait, de ton accouchement, c'est difficile, quoi. Oui, donc, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces expériences? Simplement qu'on est toutes fantastiques. Oui. Vraiment. Et qu'il ne faut jamais l'oublier. Et qu'on sera toujours les personnes... Alors, qu'on sera pas toujours les personnes... Comment je peux expliquer ça? Juste dire qu'en fait, quand une maman ressent quelque chose pour son enfant, elle sera toujours la seule personne qui saura ce qu'il y a de mieux pour lui. Elle recevra des conseils de partout. Chacun souhaite les prendre ou non, mais ne jamais remettre en cause en fait ce qu'une maman peut ressentir et dire par rapport à son enfant.
On est toutes fantastiques, vraiment. Merci beaucoup. Avant de clôturer, je vais te proposer de faire un petit tirage d'oracle. En fait, à chaque fin d'émission, je propose de faire un petit tirage d'oracle aux mamans. Donc, c'est l'oracle des merveilleuses de Julia Simon. Je vais te demander de soit poser une intention ou de poser une question, quelque chose que tu as en tête, auquel tu cherches des réponses, sur lesquelles tu t'interroges. Et je vais te demander de battre les cartes en pensant à ça. Ok ? D'accord. Voici. Ok. Alors, je vais les mettre sur la table. Je vais essayer de les... Et t'es droitière ou gauchère ? Les deux. C'est vrai ? Incroyable, on a une ambidex, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, bon, écoute, tu vas prendre celle que tu veux. La main que tu veux, habituellement, si t'es droitier, tu prends la main gauche. Si t'es gaucher, tu prends la main droite. Si t'es ambidex. Et en fait, je vais t'inviter à aller chercher dans le paquet, là, que je dispose devant toi, la carte qui t'appelle, voilà, sur laquelle ton regard s'est posé. La Renaissance qui était dessus. En fait, on voit une femme dans plutôt une fleur de lotus, on va dire, un peu posée sur un nénuphar, et une femme qui est en position fétale, nue, dans cette fleur de lotus. Et maintenant, je vais te lire la signification. D'accord. La Renaissance. J'accueille une nouvelle version de moi-même. L'apogée de l'accouchement est généralement vu comme la naissance de votre enfant, avec tous les changements que l'arrivée d'un enfant provoque. C'est surtout la naissance de la mère qui est à célébrer. On en parlait. Honorez cette période de matrescence comme étant une véritable renaissance à soi. Vous êtes en train d'expérimenter de grands changements physiques, émotionnels ou même identitaires. C'est une véritable transmutation de ce que vous vivez. Peut-être avez-vous enfoui pendant des années toutes ces parties de vous qui étaient le signe d'une grande vulnérabilité. C'est le moment d'embrasser cela et de vous tenir droite. Toutes ces parties de vous, lovées dans cette fleur de lotus blanc, symbole de la Renaissance, sont prêtes à éclore. Il est temps de vous montrer au monde tel que vous êtes. Ne serait-il pas merveilleux de vous connecter à de nouvelles qualités dont vous souhaitez vous imprégner ? Quels sont les talents ou qualités que vous souhaiteriez développer ? Ressentez-vous dans votre corps l'émotion qui vous traverse quand vous vous y reliez ? Quelles actions pourriez-vous entreprendre pour personnifier ces qualités dans votre quotidien ? Est-ce que ça te parle ? Oui, c'est possible. T'as un peu d'émotion, hein ? Ouais. Ouais, un petit peu. C'est en lien avec l'intention que tu avais posée ou les questions que tu avais ? Ça me conforte dans la question que j'avais posée, ouais, effectivement. D'accord. Et oui, ça peut être vu comme une renaissance, ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ou est-ce qu'on s'arrête là pour cet échange ? On peut s'arrêter là. Non, parce que ça me provoque de l'émotion, effectivement. Ouais. Bah, écoute, garde-la bien au chaud. Petit jardin secret. Lover, comme on disait, lover dans sa fleur de lotus. Et puis, écoute, j'espère que tu as pris autant de plaisir, Violaine, que moi pour cet échange. C'était super. Je pense que ça va servir à énormément de femmes. Donc, pour ça, un grand merci à toi. Et merci à toi aussi. Merci. Vous venez d'écouter le 5e épisode du podcast Sororitété. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, retrouvez-nous sur notre page Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sororitété.